Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 15e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui on parlera essentiellement handball et on fera le bilan de la participation algérienne à la Coupe du monde de handball qui se déroule toujours au Danemark avec près 5 défaites et une victoire. Le 7 national affrontera demain mardi le Bahreïn pour le compte de la 4e journée de la Coupe du Président. On parlera également cross-country avec Abdelkader Hadjlaoui de Djelfa et Ranier Zig du Mouloudia d'Alger qui remporte le traditionnel challenge Abdou Serwani. Basketball, le NB Stawali toujours sur une belle série de victoires pour occuper la première place devant le Mouloudia d'Alger, le Wydad de Boufarik. Et puis aujourd'hui on rendra un vibrant hommage, un dernier hommage à une personnalité sportive, un des doyens de l'athlétisme algérien qui nous a quittés avant-hier. Il s'agit de Mohamed Louahla, Loulou pour les intimes. Aujourd'hui, on lui rendra dans la première partie de l'émission un hommage. Qui de mieux pour en parler que son ancien athlète, le premier champion qu'il a entraîné. Il s'agit de l'ex-recordman d'Algérie du 110 mètres haies, Riyad Ben Haddad, architecte de profession. Il est avec nous aujourd'hui et c'est un réel plaisir de le recevoir. Riyad, bonsoir et bienvenue dans notre émission. Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était vraiment un honneur pour moi de venir témoigner de tout ce qu'a fait pour nous M. Mohamed Louahla. Voilà, Mohamed Louahla, on va revenir et ça sera certainement nourri d'émotions puisqu'il va parler de celui qui a remplacé pratiquement son père puisque son père était décédé quelques années auparavant. Badreddine Belhadjouja, notre consultant, l'a également connu puisqu'il est également de la famille de l'athlétisme algérien et il a été président de la Fédération algérienne d'athlétisme. Badro, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Ramzé. Personnellement, je suis d'un côté content de revoir mon ami Riyad Ben Haddad. On a passé beaucoup de temps ensemble et dans le club, le Mouloudia d'Alger et en équipe nationale. Mais d'un autre côté, je suis peiné par la disparition d'un grand monsieur, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, monsieur Louahla Mohamed. Eh bien, l'émission d'aujourd'hui lui est complètement dédiée. Nous présentons à la famille Louahla, puisqu'il est également le père de Malik et Samir Louahla et Souhaib Louahla, 3 grands champions de l'athlétisme sur les distances de sprint. On leur présente nos sincères condoléances. La maman également qui a été une grande championne au 100 longueur lors des années 70. Ramzi Mhamdi, notre collègue, également aujourd'hui avec nous pour parler essentiellement de basket aujourd'hui. Bonsoir Mokhtar, bonsoir à notre invité, bonsoir Badro, surtout bonsoir à nos téléspectateurs. Voilà, qui nous suivent assidûment chaque lundi, voilà, et espérons répondre à leurs attentes comme chaque lundi. Le décor est planté, on va commencer par une partie émotion pour parler de feu Mohamed Louahla. Quand je dis à Riyad Loulou, c'est pratiquement toute une vie et des images et une mémoire qui revient, des paroles, beaucoup de choses à dire. Bien sûr, Mohamed Louahla était pour moi comme mon père, hein. C'était mon entraîneur, c'était mon conseiller, c'était non seulement dans ma vie professionnelle que dans ma vie sportive et ma vie personnelle aussi. Donc c'était quelqu'un très proche j'étais très proche de lui. Il m'a soutenu dans tout ce que j'ai entrepris dans ma vie. Et je suis vraiment touché par tout ce qu'il a pu faire pour moi. Vraiment, je suis vraiment peiné. Quelques années après le décès de votre papa, c'est pratiquement un deuxième père. Oui, exactement. C'était quelqu'un qui m'a vraiment guidé dans ma vie. J'étais jeune. J'ai connu Mohamed Louahla, j'avais 13 ans. J'ai été entraîné par son épouse qui m'a orienté vers lui au stade d'El-Biar en 73. Donc je me suis entraîné avec lui jusqu'en 90. Donc imagine, ça fait quand même 17 ans. Je suis resté en moyenne de 2 heures par jour avec lui, 5 jours par semaine pendant 17 ans. Donc je vous laisse faire le compte. Alors c'était pas uniquement l'entraîneur, c'était l'éducateur. Et c'était surtout celui qui veillait sur la réussite au niveau études
et sportif. Bien sûr, bien sûr. C'était quelqu'un qui était très, très attentionné, qui faisait très attention à tous ces athlètes, hein, non seulement, c'était pas uniquement moi. Hein. Donc il veillait à ce que tout un chacun ait une bonne note dans ses études. Hein. Il m'a poussé à mort. Il m'a même aidé matériellement. Il m'a même offert une table à dessin. Imagine. Il était professeur de dessin mécanique. Il m'a offert une table à dessin, il m'avait offert les thés, les équerres que je ne pouvais pas me permettre à l'époque, imagine. Donc c'est quelqu'un qui m'a vraiment aidé. Vraiment. Monsieur le Hola, alors le point commun entre toi et Badaro, c'est un obstacle. Donc, voilà. Une haie, puisqu'il a fait lui également le 400 haies. Et le point commun avec Loulou, c'est qu'il a couru au 400 haies lui également. Donc, il y a beaucoup de choses à partager. Et vous reconnaissez quand il parle de Loulou. C'est ça, Mortal. Vous avez pratiquement tout dit. Et il n'y a pas mieux que Riyad pour témoigner de cet grand homme. La moindre des choses que je puisse dire, c'est qu'on a perdu un père d'abord. On a perdu un frère, on a perdu un technicien hors pair aussi, hein, il faut le dire. Et surtout un homme de cœur. C'était quelqu'un à qui on ne pouvait rien reprocher en tant que personne, en tant que technicien. Ça, il faut le rappeler et je pense que sa façon d'être sera à jamais gravée dans ma mémoire. Sa sagesse, son engagement, sans faille. Hein, il s'est engagé sans calcul dans l'entraînement, dans la technicité, etc. Son savoir-faire, son savoir-être. Vous savez, ce sont autant d'atouts qui ont vraisemblablement favorisé justement l'émergence de plusieurs athlètes, notamment Riyad, qui a été quand même aux Jeux Olympiques de 1984, il faut le rappeler, de son fils Malik, qui a été demi-finaliste au championnat du monde de 2001. Donc ce sont ces qualités humaines, ce sont ces qualités de technicien qui ont favorisé l'émergence de plusieurs autres athlètes. Aujourd'hui, je dirais, ce n'est pas uniquement sa famille qui l'a perdu. Hein. Ce n'est pas uniquement sa femme, Malik, Samir et Sohail. C'est l'athlétisme qui a perdu un grand homme. Absolument. C'est l'athlétisme qui a perdu quelqu'un de sage. Ouais. Donc, je dirais qu'il repose en paix et que Dieu puisse l'accueillir en son vaste paradis. Loulou sera gravé dans nos têtes à jamais. Inch'Allah, Rabbi yarhamou. Riyad, on va voir quelques images défiler. En même temps, tu vas commenter les images. Allez, vas-y. Loulou avait une particularité. Moi, je pense que Loulou était en avance sur son temps. Dans la manière avec laquelle il présentait son programme d'entraînement. C'était quelque chose. Ça, c'était ta dernière photo avec lui? Oui, ça, c'était l'une de mes dernières photos avec lui au Stade Annexe. Ça fait quelque temps. Ah, c'est très émouvant, cette photo. Moi, stade, la photo, elle. Vous l'envoyez. Donc, voilà. Donc, je vous ai dit, c'était quelqu'un qui travaillait à long terme. Ça aussi, c'est une photo que j'avais prise avec lui. C'était ailleurs, mais... Ça, cette photo, on l'avait prise au CNEPS. J'avais 15 ans. Ben Aknoun, oui. Ben Aknoun, le CNEPS, 15 ans. Donc, il avait une particularité, c'est qu'il s'entraînait avec nous. Il s'échauffait avec nous. Ah oui. Loulou faisait tout l'échauffement avec nous. Après, il prenait le chrono, il nous orientait. Chose que beaucoup d'entraîneurs ne font pas de nos jours. Aujourd'hui, oui. Ils ne font pas. Mais l'entraînement, c'était dur, hein, avec lui. L'entraînement, il était planifié et chaque jour... on savait exactement ce qu'on devait faire et la dose de travail qu'on devait faire. Vous avez souffert, surtout. On a souffert. Je sais combien on a souffert. Mais on prenait plaisir, surtout. Mais ça, on prenait plaisir, mais tout était planifié. Hein. C'est ça qui était bien chez lui. C'est qu'on savait que... C'était pas du hasard. C'était pas du hasard. On savait quel objectif on devait atteindre avec chaque séance. Ouais. Donc c'était quelque chose de révolutionnaire chez lui. Il n'y a plus ce genre d'entraîneur. Je ne sais pas, je ne suis plus dans le circuit, mais je ne pense pas que... La méthode, elle est en avance. Là c'est avec Sohail. Oui, Loulou a entraîné ses 3 enfants
en l'occurrence Souhid, qui était sprinteuse. Elle faisait sur 200 mètres. Le 100-200, elle était très très bonne aussi, que je salue au passage. Il a entraîné aussi Malik, qui a fait une carrière plus qu'honorable. Il a fait 2 JO, il était recordman d'Algérie. Le record d'Algérie du 400 plats. Voilà, donc 45-13. Et actuellement, il est toujours dans le circuit, il entraîne le Mouloudia, il me semble. Voilà. Samir aussi. Samir a suivi un peu ma voie, il est aussi architecte. C'était l'influence Ben Haddad. Voilà, Samir il est architecte aussi, donc il a suivi un peu. Samir et Malik, voilà. Voilà, donc Samir, c'est le plus grand, là, il était plus grand que tout. Et il aimait les trois, de la même manière. Absolument. Il n'y avait pas absolument, préféré. Absolument, absolument. Et absolument, c'était quelqu'un de... Et il nous aimait aussi. Absolument. Ouais. Là, c'est avec les deux Moh. Voilà, le dossier Mohamed. Ça, c'était, je ne sais pas en quelle année. Maghrébin 68, c'est le relais 4x4. Oui, relais 4x4. Et puis, je crois qu'on a une photo de lui à l'arrivée. À l'arrivée, oui. Ça, c'est au stade d'Elbiar. Hein. Au stade d'Elbiar. C'est une très belle photo de souvenir, mais qui montre bien qu'il y a eu beaucoup d'athlètes qui sont passés par lui. Hein. Absolument. Ah bah oui. Ces environs. On continue notre bonhomme de chemin, petit bonhomme de chemin, pour continuer à rendre hommage à une personnalité qui nous a quitté, l'un des doyens de l'athlétisme algérien, Mohamed Louahla, qui nous a quitté avant-hier. Nos sincères condoléances à toute la famille Louahla. On a aujourd'hui la chance d'avoir son premier athlète qui avait réussi sur le plan international. Il a fait les Jeux de Los Angeles 84 dans la distance, dans la spécialité du 110 mètres air, Riyad Ben Haddad. Il nous a parlé donc au tout début de l'émission de sa relation avec son entraîneur. J'ai une autre question, Riyad. La réussite des Louahla, c'est d'abord la réussite du couple Louahla. Absolument, absolument. Le couple Louahla est un couple exemplaire. Donc les deux étaient entièrement impliqués pour le sport. Ils vivaient pour le sport. Elle était internationale également. Aïcha aussi, elle faisait de la longueur. Elle était internationale aussi bien. On avait pris une photo avec Madame Si Mohamed, toute sa génération. Oui. Donc c'est une. Oui. Allez-y. Chez les Louahla, ils sont tous champions. Ouais. Père, fils, tout le monde, les 5 personnes de la famille Louahla, c'est tous des champions. C'est vrai. C'est rarissime quand même. Une famille, 5 champions. Il y a un footballeur à Bel-Abbas, ils sont de Bel-Abbas d'origine. Il y a un grand footballeur à Louahla. Oui, c'est un couple exemplaire, 54 ans de mariage. Beaucoup de respect entre les deux. Bravo, un grand respect entre les deux. Qui ont donné 3 grands champions. 3 grands champions, et c'était leur propre fils, plus tous les gens qui ont entraîné. Il n'y a pas que moi, il y avait d'autres athlètes. Parmi Mourtad, tu étais avec moi. N'oublie pas, Mourtad, tu étais avec moi pendant des années. C'était notre père. Moi aussi, après la disparition de mon père, voilà, donc c'était ton éducateur aussi bien que moi. Il t'a ouvert les yeux. Il nous a appris la loi le principe de la progressivité dans tous les domaines de la vie, du facile au complexe, et du facile au difficile et du simple au complexe. Oui, exactement. Donc on s'en sert partout. Et tu t'en sers absolument partout, même actuellement. Une règle de vie. Et tu as été mon entraîneur juste après et tu m'as appris d'autres choses. J'ai essayé de faire un peu ce qui m'a appris Loulou. Et j'ai fait de toi un athlète quand même qui a réussi avec Saha. Tu as été médaillé plusieurs fois. C'est vrai. Il n'était pas chauve. Non, il n'était pas chauve, il était jeune, il était beau, il courait, il avait gagné plusieurs fois le 400 mètres. Bravo, aussi bien toi que Badrou. Badrou était notre exemple à suivre. Heureusement qu'on rencontre des gens pareils, même Badrou, c'était notre exemple à suivre, aussi bien lui que Hassan, son frère aîné. C'était notre Edwin Moses. Voilà, Edwin Moses. Oh, pas ça quand même. Non, moi je voudrais quand même revenir sur un. Il y a des images qui reviennent quand il parle. Parce que, oui, effectivement. Et puis, il y a une photo que vous avez passée. La photo avec les Si Mohamed et avec comment il s'appelle Delhoum. Ouais. Premier président de la fédération. À travers cette photo, on peut la revoir, Yannis, s'il vous plaît. Bien qu'elle est en noir et blanc, écoutez, ça m'inspire quelque chose. C'est l'état d'esprit. L'état d'esprit qui régnait à l'époque. C'était des gens, c'était des personnes qui se sont engagées sans calcul. Pas comme les responsables d'aujourd'hui. C'était après l'indépendance, il fallait travailler. On voit les deux, c'est Mohamed et puis le défunt aussi, notre grand monsieur Mohamed Louahla,
et M. Delhoum, c'est des gens qui ont construit. C'est des gens qui ont construit l'athlétisme. Ce sont des gens qui ont fait des hommes. C'est des gens qui ont travaillé d'arrache-pied avec leurs athlètes, en tant qu'athlètes d'ailleurs, d'abord, après l'indépendance, ensuite en tant qu'entraîneur, ensuite en tant que responsable. Il ne faut pas oublier, c'est Mohamed Jamal a été secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports dans les années 60. Donc ce sont des gens qui se sont côtoyés, sont des gens, c'est comme s'ils se sont donné le mot pour qu'il y ait un état d'esprit. Aujourd'hui, cet état d'esprit a disparu. C'est ce qui fait mal au cœur. Pardon, je te coupe. Oui. Et quand on parle de moyens, avec quels moyens? Oui, avec rien, parce qu'il n'y avait pas de calcul, justement, parce que c'est des gens qui ont réellement aimé leur discipline. Oui. Donc ils ont formé des hommes, comme aujourd'hui notre grand architecte qui est en face de nous, Riyad, ou son fils, ou ses enfants, et puis même Mortal. Écoutez, moi j'ai pas été entraîné par l'Ouahla. Et je regrette amèrement, je regrette vivement, quoi. Par contre, j'observais sa méthode, sa pédagogie, comment il était très proche de ses athlètes, comment il était aux soins des uns et des autres. Donc, voyez-vous, donc cet aspect-là, on l'a perdu. Cet aspect du père. L'entraîneur faisait le père, le frère, le confident, etc. Donc l'athlète était en quelque sorte sécurisé. Et on prenait plaisir à être dans quand on est sécurisé, l'athlète se donne à fond. Ouais. Voilà, c'est sa photo à l'arrivée, je crois, d'un 4x400. 4x400, justement. Non, c'est pas sa spécialité. C'est une course par équipe. Relais. Ça, c'était Albiar, il me semble. Stade Albiar. Ouais. Ah, mais Mohamed Rabbi. Un homme rayonnant, un homme magnifique. Moi c'est cet aspect-là que je retiens de M. Louala, qu'on appelait Tonton Loulou à l'époque, quand j'étais tout petit. Vraiment, je retiens l'aspect humain de cet homme. Vraiment, il mérite tout égard, il mérite qu'on inscrive quand même une compétition en sa mémoire, en son nom. Ça, je lance un appel à la fédération d'abord, ensuite à la Ligue d'Alger, parce qu'il a contribué pour les équipes d'Alger, notamment le Mouloudia d'Alger, et puis aux athlètes d'Alger. Il a aidé beaucoup de jeunes. Il a sauvé beaucoup de jeunes aussi, c'est-à-dire de la dérive, des fléaux sociaux. C'est ce qu'il faut retenir dans le sport. Ce n'est pas uniquement la performance, ce n'est pas uniquement ce qu'il a fait comme performance, etc., mais c'est surtout cet aspect éducatif, cet aspect pédagogique, cet aspect d'orientation de jeunes. C'est ce que je retiens de M. Louala. Il y a autre chose également, puisque vous êtes là pour en témoigner, puisque vous étiez directeur des équipes nationales lors des Jeux méditerranéens de Bari 97, et c'était l'entraîneur du fameux relais 4x4 qui avait gagné la France et avait gagné la médaille d'or, et le record d'Algérie est toujours et le record méditerranéen. Méditerranéen, effectivement. Écoutez, à l'époque, je vais vous dire, quand j'avais proposé en tant que directeur technique à la fédération en 97 l'équipe du 4x4, les gens disaient mais c'est fou. C'est une aventure, ça va être un échec. Ensuite, j'avais mis, je me rappelle bien, comme pronostic de résultat, podium. Les gens rigolaient, même certains spécialistes, il faut le dire. Ouais. Le seul qui m'avait soutenu, c'était M. Louala. Et je devais faire le déplacement. Mais comme Louala ne sortait pas beaucoup avec ses athlètes, je vous le dis aujourd'hui. Par exemple, avec Riyad faisait ses compétitions seul. Sans entraîneur. C'est un grand point d'interrogation, alors que c'était le meilleur technicien. À cette époque, en 97, j'étais jeune DEN, et j'ai dit, moi je pars pas, c'est M. Louala qui va partir pour nous ramener une médaille. Parce que je sais que c'était quelqu'un de stratège pour les positionnements des athlètes, qui va être le premier relayeur, le deuxième, le troisième. Et en plus, il avait quand même ces deux enfants qui étaient sélectionnés pour le 4x4. Donc, il méritait sa place
humblement. Et j'étais tranquillisé parce qu'il partait avec cette équipe. Et on a remporté la médaille, grâce bien sûr la médaille d'or, grâce aux athlètes, devant les Italiens et devant les Français. Et c'était grâce d'abord aux athlètes, mais surtout grâce à Louala. Grâce à Ami Mohamed Rabbi Rahmou, voilà, pratiquement on a dit tout, même si une émission ne suffit pas pour parler de ce genre de personnalité. Mohamed Louala, il restera dans nos cœurs et dans nos mémoires. Absolument. C'est quelqu'un qui restera gravé en notre mémoire toute la vie. Irremplaçable, Mohamed. Et vous l'avez enterré hier. Donc vous On l'a enterré hier. Ouais. Avant-hier. On l'a enterré avant-hier. Avant-hier. C'était un vendredi. Rabbi Rahmou, voilà, et nos condoléances encore une fois à la famille Louahla. Un petit coucou à notre grand réalisateur Mohamed Blaid qui nous encourage, qui nous suit, qui aime notre émission. Voilà. Donc, Rabbi Rahmou, Ami Mohamed, on reste dans l'athlétisme pour parler de cross-country et pour parler du challenge. Abdou Serwani, là également la voix de l'athlétisme à la chaîne 3. Un grand monsieur qui nous a quittés après les Jeux méditerranéens de Tarragone en 2018. Eh bien, il y a un cross, il y a un challenge qui porte son nom depuis cette date-là. Et cette fois-ci, c'est devenu une réelle tradition. Et Sid Ahmed Bouraïb a couvert l'édition de 2025, samedi dernier, donc au golfe de Delibrae. Environ 1500 coureurs représentant 26 wilayas ont pris part à l'événement. Le challenge qui porte le nom du défunt journaliste Abdou Serwani. L'organisation n'a pas raté l'occasion pour honorer les membres de sa famille. C'est un honneur pour moi d'assister à cet hommage. Et aussi en particulier que grâce, on peut dire, à la Ligue algéroise d'athlétisme, où il y a des anciens athlètes qui sont là, ça m'a vraiment touchée de les voir, de voir leur présence à ce challenge. On est venu Ketib et moi. Où je trouve Ketib. Ceux qui ont participé à faire de ce challenge ce qu'il est maintenant. Chacun moi pour mes raches, de l'empreinte تاعو parce qu'il a donné corps et âme fait le sport. وربي يحفظهم إن شاء الله. Dans la catégorie cadet, la victoire est revenue à Karima Achiche chez les filles et Zakaria Touahria chez les garçons. Alors que chez les juniors, c'est Fedi Soukou qui l'a emporté chez les garçons et Nsrine Abed chez les filles. Chez les seniors, Abdelkader Hadjlaoui de Djilfa a créé la surprise en franchissant la ligne d'arrivée en premier, alors que Rania Rizig s'est imposée chez les filles. والسباق بالنسبه لي كان مليح ماغري صعيب شوي بصح انا عجبني هذا الباركور يعجبني بزاف والحمد لله وان شاء الله منافسات القادمه ان شاء الله. فيما يخص السباق يعني كان سريعا نوعا ما يعني مع بعض العدائين ممتازين مستوى ما شاء الله. الحمد لله عرفنا كيفاش نسيروا السباق يعني وتحصلت على المرتبه الاولى يعني الحمد لله. نشكر كذلك كل من اللي واقف معنا في كل كبيرة وصغيرة. نشكر المدرب الفريق كذلك الربي أحمد يعني المدربين القدم يعني. Pour les organisateurs, le bilan est positif même si le niveau n'était pas à la hauteur dans certaines catégories. Sur le plan de niveau, le niveau il se diffère par rapport aux catégories. Oui, on se trouve chez les E18 et E20, c'est un niveau, on peut dire élevé, mais par rapport aux autres catégories, un niveau moyen. Le challenge Abdou Serwani est un rendez-vous incontournable pour les athlètes au calendrier qui sera suivi par d'autres événements lors des semaines à venir. Voilà, c'était le challenge Abdou Serwani avec victoire donc sans
Sans surprise, on va dire, de Rani Elzi qui domine pratiquement ces dernières années. Elle a su supplanter surtout Malika Benderbal de la protection civile. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'on est en train d'organiser 2 challenges le même jour. Une bonne chose ou bien... Très mauvaise chose. Là, il faut le dire sans rougir. Hein. Les challenges, vous avez une dizaine par année, ce sont des challenges nationaux. Donc il faut donner l'occasion aux entraîneurs d'abord de choisir les challenges là où ils courent, mais il ne faudrait pas chevaucher 2 challenges en même temps. Il ne faut pas programmer 2 challenges en même temps parce que il faudrait que les meilleurs athlètes se rencontrent. Maintenant, si on organise 2 challenges la même date, il y a des athlètes qui vont partir dans un challenge, d'autres athlètes vont partir vers un autre challenge, et puis il n'y a pas c'est pour cela que le niveau n'a pas été à la hauteur cette année. Ils l'ont dit. Le président de la Ligue le dévoile. Ça, d'une part. D'autre part, il faut revenir à la classification des challenges. Je me rappelle bien, à une certaine époque, les 10 challenges étaient classifiés. Niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Et il y avait des critères de classification bien clairs. Le niveau de participation, le brassage des athlètes, c'est-à-dire l'effectif des jeunes. Je pense que Alger, pour l'instant, elle est à 1200 ou 1300 jeunes, ce qui est appréciable. Dans d'autres challenges, on a vu à peine 600 ou 500. Je pense que rassembler plus d'athlètes, ça donne de la chance. Parce que vous savez, le cross, il n'est pas fait uniquement pour les fendistes, mais il est fait aussi pour les demi-fendistes, pour les coureurs de 800, pour les coureurs de 400, pour les coureurs... C'est une formation, c'est une préparation, c'est une étape préparatoire pour les pistards, entre guillemets. Donc il faudrait quand même rassembler un maximum d'athlètes. Donc il y avait un certain nombre de critères pour classer ces athlètes. Et selon la classification du challenge, la fédération ou le ministère pourrait éventuellement aider plus. Donc celui qui veut être aidé, la Ligue qui veut être aidée sur le plan financier, sur le plan organisationnel, etc., elle n'a qu'à préparer et organiser son challenge adéquatement. Riyad, Badrou l'a dit, c'est une occasion de découvrir des pépites, mais surtout de préparer la saison pré-compétitive et compétitive. Les deux Absolument. Le cross, il a plusieurs avantages. Et parmi les avantages du cross, c'est de permettre aux pistards, comme a dit Badrou, de se mesurer aux crossman c'est une préparation qui est indispensable pour toute personne qui veut faire de la piste, aussi bien le 600, le 800, le 1000 mètres, tous les demi-fondistes. En plus, les gens qui font les marathons peuvent toujours faire des crosses pour une préparation. Bien sûr, c'est un passage incontournable. Toi-même, tu avais fait quelques crosses, rappelle-toi. Badrou aussi, c'était un adepte des crosses. Et bien, ça vous a servi dans votre planification. 400, bien sûr. Moi, non. Moi, je n'ai jamais fait de cross. Moi, j'étais un sprinter courte distance. Mais à l'entraînement, rappelle-toi, on faisait des séances, des très grandes séances. C'est indispensable. C'est indispensable. Le cross-country, il ne faut pas... c'est 2 choses différentes. La période hivernale où il y a le cross, et la période, on va dire, pré-compétitive et compétitive, on balance sur la piste. Allez, on change de discipline cette fois-ci pour parler de basketball. Riyad Belhaddad, lui également, il aime le basketball. Excellent basketteur. On va parler du championnat. Puis on est à sa 12e journée, la Super Division, avec tout d'abord, avant de revenir sur le match que vous avez couvert, quels sont les faits marquants de cette journée, Ramzi? L'effet marquant, c'est que le trad est vraiment mauvaise posture et déçoit. Après le départ de Faisal Boulahia, Sofiane Boulahia, pardon, Stawali continue sur sa lancée, il ne perd pas, le Mouloudia revient, le Wob Boufarik se stabilise, il a 2 points. Et derrière,
Batna ne s'en sort plus. Mais le problème, Batna qui n'arrive pas à décrocher des victoires, et donc ça explique cette place de lanterne rouge, 14e pour le moment. On revient sur le match que vous avez couvert entre le Mouloudia d'Alger et Ruiba Basketball, une rencontre très disputée. Compte rendu, on se retrouve juste après. Le Mouloudia qui restait sur une amère défaite à Blida et amputé par plusieurs joueurs cadres, affrontait une équipe de Ruiba battue à domicile face au leader, le NB Stawali, et qui aspirait à faire tomber un MCA sur une courbe ascendante. Ainsi, lors du premier quart-temps, les locaux mettent doucement mais sûrement la main sur le ballon, alors que Ruiba use et abuse des tirs à 3 points. Le MCA, quant à lui, n'arrive pas à imposer son jeu, crispé par l'enjeu de la rencontre, et où on assistera à un carton pauvre en points, avec plus d'échecs que de réussites, 14-10. Dans le second quart-temps, le RCB revient avec de meilleures intentions pour accrocher les Mouloudiens. Ruiba profitera de la faiblesse du MCA pour revenir à chaque fois au score, et malgré un adrar diminué, le Mouloudia arrivera à s'adjuger ce second quart-temps avec 5 petits points d'avance, 31-26. Au retour des vestiaires, les Mouloudiens se font bousculer par la jeune équipe de Ruiba, mais à l'expérience et plus prompt à gérer la pression, les protégés de Heshmi arriveront à s'adjuger ce troisième carton, certes avec seulement 4 points d'avance, 48-44, mais au courage, le MCA reste devant. Dans le quatrième et dernier carton, Ruiba fait illusion de revenir dans le match, mais lâche dans le money time la faute à un Mouloudia plus précis dans les tirs à 3 points, et c'est sans forcer que le MCA sort victorieux dans ce match piège 69-61. Enfin, ce jeudi, le MCA se déplacera à Douira pour affronter la surprenante équipe de Jessel Casantina, alors que Ruiba se frottera à une équipe usmiste qui veut continuer sa série d'invincibilité. On a gagné difficilement contre l'équipe de Ruiba, mais on passe des moments très difficiles, on a beaucoup de blessés. Beaucoup de joueurs sont malades à cause de ce rhume, cette épidémie de rhume. Donc l'important c'était de gagner, on a su le faire. Maintenant, je vais donner du repos aux joueurs. Inch'Allah, on va se concentrer sur le reste du championnat. C'était héroïque, mais malheureusement, à la fin, c'est Ruiba qui perd le match. C'est un match très équilibré entre les deux équipes. Malheureusement, avec le Mouloudia aujourd'hui, avec 2 blessés importants, Daqish et Badmila, on n'a pas su prendre l'occasion et gagner le match. Les 3 cartons étaient équilibrés, mais malheureusement, surtout les 2 premiers, malheureusement à la fin, au 3e et au 4e, le Mouloudia a pu gérer le match. Et c'est un petit peu le manque d'expérience de mes joueurs. C'est une équipe très jeune, mais on travaille dur et c'est malheureux de ne pas avoir la victoire à la fin. Mais on reste toujours optimiste. Et on essaie de travailler pour essayer d'être parmi les 8 et jouer le tournoi de play-off. L'équipe de Ruiba, il faut rappeler que Ruiba également est une ville de basketball. Donc victoire 69-61 pour les Mouloudéens. On avait couvert ensemble la défaite, la large défaite de plus de 20 points. Mouloudia face à Stawali. Est-ce qu'on peut dire avec cette victoire que le Mouloudia est en train de retrouver son basket? Il revient malgré les difficultés, malgré les absences. Le Mouloudia est au rendez-vous, on peut dire ça. Ruiba, une équipe de jeunes qui peut déranger les leaders. Les gros cylindrés, oui. Les gros cylindrés. Il y a aussi le net, Bouffali, qui suit aussi. Il y aura le prochain match contre Jessel Casantina pour le Mouloudia et Ruiba qui se déplace à Douira contre Stawali, mais ça sera très dur pour eux. Oui, c'est vrai. Boudrou? Oui, moi je voudrais juste revenir sur les images de tout à l'heure, c'est-à-dire on a vu ensemble quelques séquences du match. Je dirais une 12e journée, ça manque de vivacité, ça manque de pénétration, ça manque de vitesse d'exécution technico-tactique. Donc je me demande c'est-à-dire, je vais être cru. Le niveau est encore très bas en basketball. Le niveau de notre championnat, il faut le dire, il est encore très bas. Parce qu'arriver à une 12e journée sans qu'il y ait une vitesse d'exécution technico-tactique, ça veut dire qu'il y a une préparation
laisse à désirer, ça veut dire que ça ne travaille pas assez, et la cause, peut-être, c'est le manque de créneaux, c'est le manque. Il faut aller chercher quand même auprès. Les raisons, oui. Les raisons auprès des fédérations et des clubs. Moi, je pense que c'est assez faible comme rendement. Je ne vais pas juger les uns et les autres, je ne vais pas juger le Mouloudia qui revient, je n'ai pas ce droit. Mais juste une constatation, il y a un manque de vivacité dans ces matchs. Il y a un autre constat, c'est que il n'y a pas un très bon travail de base sur le plan physique par rapport à tous les sports collectifs. Hein. Ça, c'est un constat qui a été fait. Rajoutant à cela, oui, effectivement. Mais je dirais même pour toutes les disciplines collectives, il n'y a pas un travail. Il n'y a pas une culture de travail physique. Il n'y a pas cette culture. Pendant ça, surtout quand on voit le premier carton, il s'est terminé à 14-10. C'est un score de minime de cadet. Non, même 69-61, c'est un score de cadet. Beaucoup, hein. Le rythme, il n'est pas intense. C'est vrai. Je reviendrai vers vous. Le temps de donner les résultats de cette 12e journée olympique de Batna qui a été battue à domicile par le CS Tlemcen 58-62. Victoire du Mouloudia 69-61 face au Ruiba Club Basketball. Le NAS du CND s'est imposé largement devant l'OS Borjouaïch 92 points à 67. Le Trad de Draria a été battu sur le fil à domicile par le CR Benissaf. Belle victoire de Benissaf 65-61. USM Alger 76, USM Blida 61, le NB Staouli qui s'impose largement de 22 points d'écart, 82-60 devant Guet Constantine, et le Wydad de Boufarik qui s'impose une belle balade de santé devant Ouled Chbel, le voisin et le promu, 82-50 au classement. Le NB Staouli est ce leader avec 23 points. Le Moudia d'Alger, le Wydad de Boufarik sont tous les deux deuxième avec 21 points. Et au bas du tableau, 12e l'OS Borjouaïch 14 points, Ouled Chbel 13e 13 points, et l'Olympique de Batna 14e, bon dernier avec 11 points. Vous ne vous êtes pas contenté uniquement de couvrir le match, mais vous avez également interviewé les entraîneurs, les deux entraîneurs, sur quel aspect? Sur l'aspect statistique, oui, et organisationnel du basket. On va l'écouter. On écoute Amin Kridesh. Dernièrement, ces 10-20 dernières années, le basketball algérien en général et surtout l'équipe nationale, et notre niveau est en déclin. Malheureusement, un des problèmes majeurs, c'était le sport amateur. Pour moi, à mon avis, avec la nouvelle fédération et le nouveau président, ils vont essayer d'installer ce semi-professionnel en parenthèse qui va permettre aux équipes et aux joueurs avoir une structure officielle et professionnelle. Et de ce fait, Inch'Allah, le niveau de l'équipe nationale sera mieux apprécié et classé par rapport au... Moi, j'ai vu, je vous suis, il y a un statisticien chez vous. Oui, c'est l'une. Oui, à ma connaissance, la fédération va installer aussi le statisticien, chaque équipe obligatoire. Et là, au moins les équipes... Il apporte pour les amateurs, il s'impacte. Premièrement, pour moi, il m'apporte toutes les informations techniques de la rencontre. Et on est en train de suivre les joueurs un par un, l'équipe en général, les points forts et les points faibles. C'est très important. C'est moderne, c'est basket. C'est pas moderne, on est en retard, entre parenthèses, on est très en retard par rapport au basket africain, FIBA Afrique et FIBA mondial. Espérons avec la nouvelle fédération qu'on aura un nouveau élan et avoir un programme et un process qu'on aura dans 3-4 années une équipe nationale A très, très compétitive. J'ai eu plusieurs réunions avec Monsieur le Président et son objectif c'est de rehausser le blason algérien par rapport au niveau africain et pourquoi pas au niveau mondial. Voilà, pour concurrencer les meilleures nations africaines, mais tout ça c'est loin, il faut beaucoup de travail pour rattraper ce retard et dire qu'on était finaliste lors de la Coupe d'Afrique en 2001, ce qui nous avait permis de participer pour la première fois à un mondial, c'était à Indianapolis, la belle génération donc des Boulahia, des grands joueurs à l'époque, hein, donc qui ont marqué leur temps. Voilà pour le basketball. Il était en train de parler de placer les statisticiens de matchs, c'est important également pour suivre les matchs. C'est l'une des exigences. C'est l'un des maillons de... Ah bah oui, oui.
l'un des paramètres importants dans une fédération. On a fait sa priorité pour le début du mandat. Oui. Maintenant, il y a plusieurs paramètres qui manquent. Nous avons accusé un retard énorme, il faut le dire. Nous avons accusé un retard énorme pour un peu impliquer tout le monde et les gens intéressants pour rehausser le niveau de toutes les disciplines, pas uniquement le basketball. Je dirais seulement, parce qu'on a trop parlé de réformes, etc., on a réitéré qu'il fallait passer à une autre vision de gestion, un autre mode de financement des clubs, parce que le club, c'est la cellule de base de développement d'une discipline, etc. Mais je dirais, il faut s'éloigner des calculateurs et des calculs. Ça veut dire, on est en pleine période de renouvellement des structures fédérales. Et vous savez, celui qui n'est pas sportif, vous posez la question dans la rue à n'importe quel jeune, il va vous dire il y a des intérêts. Donc il y a un intérêt au niveau du comité olympique, il y a un intérêt au niveau du ministère. Le ministère voudrait bien qu'il y ait certains responsables, pas tous, voudrait qu'il y ait des personnes qui sont à leur guise, le comité olympique pour renouveler les mêmes têtes, etc. Ça devrait cesser. Pour passer enfin à une réelle réforme sportive. Il faudrait que... On parlait tout à l'heure du défunt Loulou, de cet esprit. Il faut des loulous, justement. Il faudrait des loulous. Il faudrait des gens qui travaillent sans calcul pour le sport, pas pour avoir un copain et un autre ami qui va dans notre sens seulement, mais il faut ouvrir le débat au véritable sport. Les gens du terrain, et là c'est le cœur qui parle. Riyad a fait partie de cette génération dorée des années 70-80 où commençait à devenir une nation de sport. On a besoin d'une réelle réforme aujourd'hui pour le sport algérien? Je pense que oui. Le sport algérien a atteint un niveau tel que c'est dommage, ça, Mokhtar, c'est dommage. Regardez quelques années auparavant. Regarde le handball, par exemple. On va revenir probablement sur... On va en parler, oui, bien sûr. Le handball, nous étions une équipe... La meilleure en Afrique. La meilleure en Afrique. 7 Coupes d'Afrique des Nations. Voilà. Et maintenant, vous avez vu le résultat au championnat du monde. C'est un résultat de... Voilà. Moi, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. À la base. Il faut revenir aux fondamentaux. Il faut travailler à la base. Il faut travailler aux écoles. C'est l'école. C'est les centres de formation, toutes les catégories. Mais si deux jours vous voulez avoir une équipe nationale, vous allez ramener championnat. Non, il faut partir à la base. Il faut avoir des écoles dans chaque discipline. Bien s'armer. Bien armées, bien structurées, avec des objectifs à moyen terme et à long terme. C'est ce qui manque. Voilà. C'est ce qui manque. Et pour ce faire, donc, il faut une vraie réforme. Il faut une vraie réforme. La transition dans la tête, surtout. Hein. Surtout. C'est l'aspect mental d'abord, avant les actes. Mais il faut qu'il y ait des actes. Oui. Il y a un manque d'actes ici dans le sport algérien. Vous étiez en train de parler de handball. On va voir défiler les images de notre équipe nationale au Danemark qui va jouer donc demain mardi face au Bahreïn pour sa 6e confrontation. Il faut rappeler que l'Algérie a perdu 5 victoires, a gagné un seul match face à la Guinée, un pays africain, 32-23. Mais sinon, on a déjà fait le bilan, mais on va parler d'enseignement surtout pour la suite du parcours de l'équipe nationale dans les différentes compétitions internationales. Oui, Mokhtar, on n'a pas fait le bilan. Vous savez, un bilan, ça comporte quand même... On a fait un constat. On a fait un constat et on avait dit que c'était un échec. Il faut le dire aujourd'hui. C'est un échec total. Moi, je tire chapeau encore une fois aux joueurs. Avant de partir, ils ont dit on n'était pas dans une sphère de préparation pour les championnats du monde. Donc, ils ont été honnêtes.
Voilà. Maintenant, pour ce qui est de l'évaluation ou du bilan, il faudrait vraiment le faire à tête reposée, sagement et avec des gens sages, avec des gens qui aiment le handball. Et il y en a. Il y a des gens qui aiment le handball, il y a des techniciens, il y a des penseurs dans le hand. Le hand, écoutez, depuis les années 70, depuis mon tout jeune âge, moi j'ai connu certains handballeurs qui sont dans leur domaine des sommités. Vous avez des architectes, vous avez des avocats, des médecins, etc. Ces gens-là, il faut leur faire appel. Et puis, sans oublier la nouvelle génération qui a étudié, qui a fait des études en sport. Il faut leur laisser le soin de s'exprimer. Aujourd'hui, les choses ont évolué, les exigences du sport du haut niveau ont évolué, donc il faudrait donner la chance à ces gens-là, à ces jeunes qui ont étudié. Il faudrait passer le témoin. Et il faudrait dire aujourd'hui, basta, ça suffit. Les gens qui ont passé 2, 3, 4 mandats au niveau de toutes les structures, je ne parle pas uniquement de la structure fédérale, ligue, club, fédération, même je dirais comité olympique, donnant la chance à des jeunes qui ont étudié aujourd'hui et certainement ils ont des solutions meilleures que notre génération, donc il faudrait passer le relais pour qu'il y ait un nouveau souffle pour le handball. Parce et qu'il pour y a les autres que ce soit du bis repetita, on va refaire mais le même oui, handball, on ne refait pas avec les mêmes têtes. Alors, ça y est, les périmés, restez chez vous. Vous avez assez travaillé. C'est ça. Par exemple, on peut bâtir un centre national pour la sélection de handball, comme on va chez les footeux. Oui. C'est bien de dire les footeux, oui. Oui. Ouais. On peut transposer ça par rapport au handball. On peut bâtir un centre dédié qu'aux équipes nationales, minimes, cadets, juniors. Et ça se fait, ça peut changer surtout les statuts, passer au minimum. Oui, mais on parle toujours des statuts, ça bouge pas, il faut que ça bouge. Ouais. Maintenant, il y a urgence. Oui, il y a urgence pour les sports, notamment collectifs. On termine donc notre émission, les 2 dernières minutes. On revient vers notre invité Riyad Ben Haddad, qui est un ancien athlète, un ancien champion, et aussi de profession architecte. Est-ce que tu t'es intéressé à l'infrastructure sportive, Riyad, en tant qu'architecte ou bien... Oui, durant mon parcours professionnel, j'ai eu à travailler sur quelques projets sportifs. En l'occurrence, j'ai fait la mise à niveau du stade de Lopov à Skikda, entièrement remis, donc toute la piste, le stade, éventuellement. J'ai fait aussi des salles de sport un peu partout. J'avais aussi participé au concours du stade d'Oran. Le fameux stade d'Oran actuel. Oui, c'était à l'époque où on devait faire un stade de 70 000 places. Et malheureusement, au fil du temps, le programme a changé et on s'est retrouvé hors course. Voilà. C'est pas mal. Mais sinon, toujours à l'écoute toujours à l'écoute, absolument. Toujours à l'écoute de ce qui se passe un peu partout dans toutes les disciplines. C'est une véritable leçon de vie, l'athlétisme vous a donné. Actuellement, vous êtes en train de vous maintenir. Mais bien sûr, là, je continue à me maintenir aussi souvent que je peux. Qu'est-ce que vous conseillez aux anciens athlètes qui se sont arrêtés? Mais bien sûr, il faut garder un minimum d'activité, sinon le corps était habitué à un effort continu pendant plusieurs années. Donc c'est comme une habitude, on ne peut plus s'en passer. Donc, et prendre plaisir surtout, c'est ça le plaisir, bien sûr. Alors, vous imaginez la sensation qu'on a après une séance d'entraînement? Ah oui, après une bonne douche. Après une bonne douche, c'est la dopamine, c'est extraordinaire. Mais quand on parle, je conseille à tout le monde quand on parle de l'expérience, vous êtes hors circuit, pourquoi? Qui fait hors circuit? Par rapport à l'athlétisme Non, par rapport à l'athlétisme, une fois que j'ai terminé ma carrière, j'ai entraîné quelques athlètes. Au Mouloudia, entre autres, Mokhtar était un de mes L'opportunité s'est pas présentée J'ai entraîné pendant quelques années, ensuite j'ai arrêté et je me suis consacré entièrement à ma profession.
Écoutez, si vous me permettez, je connais assez mon ami Riyad. Il n'est pas de la trempe des gens qui vont vous dire, écoutez, moi, l'athlétisme, c'est toute ma vie. Donc, non, lui, il va vous dire, ça a été une partie de ma vie. J'ai fait une carrière, c'est bon. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est prétentieux pour aller rester pendant des années sur un poste. Lui, il a fait ses études, il est dans son domaine, il vient de temps en temps, je le vois de temps en temps au stade annexe, venir se remémorer le beau temps, hein, les années de merveilleuses années de pratique. Mais il n'est pas de la trempe qui vont vous dire, écoutez, moi je dois rester parce que c'est toute ma vie l'athlétisme. Non, allez-y, prenez votre retraite, je dirais à ces gens. C'est un bon message. C'est un bon message de Badardine Belhadjouja. Pratiquement, c'est la dernière. On va terminer par, encore une fois, rendre hommage à Loulou Rabbi Rahmah. Donc Loulou est parti, mais ce que nous a appris Loulou restera en nous à droit éternel. Heureusement qu'on l'a fait. Voilà, on t'oubliera jamais, Loulou. Inch'Allah, Dieu t'accueillera en son vaste paradis. Tu resteras, Inch'Allah, dans nos corps et nos mémoires. Un dernier mot, Bedro? Toutes mes condoléances à la famille et toutes mes condoléances à l'athlétisme algérien qui a perdu un homme. Il a perdu un homme. Un dernier mot, Ramzi? Rabbi Rahmou, on se quitte sur ces paroles et bien évidemment la vie continue comme l'aurait voulu Loulou. Donc pour tous ses amis et tous ses proches, ceux qui l'aiment, encore une fois les condoléances de la rédaction sportive et de Canal Algérie, de toute la télévision algérienne, à la famille Louahla. Voilà, c'était la dernière minute de cette émission. On se retrouvera lundi prochain. Bonne soirée.